Isométrie de l'espace. Petit 1, définition et exemple. On appelle isométrie de l'espace, c'est toute application que je la note F qui est de l'espace E vers l'espace E qui conserve les distances. C'est-à-dire, si je prends deux points M et N de l'espace, deux points distincts, d'images respectives M' et N' par F, alors, il faut montrer que la distance M', est égale à la distance Mn. Donc, vous voyez là, c'est la même définition qu'on a déjà vue dans le chapitre 2, isométrie dans le plan. D'accord? Sauf que là, on travaille dans l'espace. Donc, on change l'ensemble P, le plan P, par l'espace E. Donc, vous voyez, c'est la même définition. Alors, je commence par quelques exemples. Et dans chaque exemple, je vous rappelle la définition et j'essaie de déterminer l'ensemble de points fixes. D'accord? Alors, le premier exemple, c'est l'identité de l'espace. Donc, par définition, c'est l'application notée ID de E, évidemment, elle est de E vers E, définie pour tout M dans E par ID de E de M, c'est-à-dire l'image de M par cette application n'est autre que M lui-même. Donc, vous voyez, c'est la même définition que dans le plan, sauf que là, on change P par E. D'accord? Et donc, vous voyez très bien que tout point M est un point fixe. C'est pour cela qu'on dit que l'ensemble des points fixes par ID de E est l'espace tout entier. D'accord? Alors, je vous rappelle tout d'abord, c'est que la définition de point fixe est la même, que ce soit dans le plan, que ce soit dans l'espace. Si vous vous rappelez bien, lorsque j'ai parlé au début de cette année-là, dans le premier chapitre préliminaire, j'ai parlé de notion d'application et de point fixe. Donc, lorsque j'ai donné ces deux définitions-là, j'ai pris une application d'un ensemble E vers un ensemble F, pas forcément que E est égal le plan ou bien est égal l'espace. Donc, elle reste valable quel que soit l'ensemble que je considère. Donc, dans le premier semestre, on a pris E est égal F est égal le plan. Maintenant, dans le deuxième semestre, on va prendre E est égal F est égal l'espace. Donc, la notion d'application, la notion de point fixe reste la même. D'accord? Et donc, là, c'est un premier exemple trivial ou très simple. Alors, deuxième exemple sont les translations. Donc, pour définir une translation, il faut considérer un vecteur U de l'espace. Alors, par définition, c'est l'application que je note TU, T indice U. Elle est de l'espace E vers l'espace E, définie pour tout M dans E par TU de M est égal M'. L'image de M est égal M', ceci qui va dire que M' est égal U. Donc, le vecteur M' est égal U. Alors, si vous regardez bien ici cette figure-là, si je considère un vecteur U et un point M de l'espace, alors on sait très bien qu'il y en a un seul plan qui passe à la fois par le vecteur U et le point M. C'est défini par le vecteur U et le point M. Donc, c'est pour cela on travaille en fait dans le plan UM. Et donc, on applique tout ce qu'on a vu dans la définition, dans la géométrie plane, la définition de deux vecteurs égaux, c'est-à-dire de même direction, de même sens et de même norme. Parce que je travaille dans le plan défini par U et M. D'accord? Évidemment, lorsque le vecteur U est un vecteur nul, donc le fait de dire que T vecteur nul de M est égal M', ceci qui va dire que le vecteur M' est égal vecteur nul, c'est-à-dire le point M' est égal M. Et donc, c'est la définition de l'identité. On retrouve la définition de l'identité. Donc, c'est pour cela, lorsque le vecteur U est un vecteur nul, donc la translation de vecteur nul n'est autre que l'identité dans E. Et dans ce cas, l'ensemble des points fixes, c'est l'ensemble E tout entier. Par contre, lorsque U est un vecteur non nul, alors dans tous les cas, on va trouver M' différent de vecteur nul. Et donc, jamais que M' est égal M. Et donc, il y a aucun point fixe. Donc, c'est pour cela, pour une translation de vecteur non nul, elle n'admet aucun point fixe. Alors, le troisième exemple, ce sont les réflexions. Alors, pour parler de réflexion, il faut considérer un plan. Donc, c'est pour cela qu'on dit réflexion, c'est une symétrie orthogonale par rapport à un plan. Donc, on appelle réflexion de l'espace toute symétrie orthogonale par rapport à un plan. C'est-à-dire, si je considère P un plan de l'espace, alors la réflexion par rapport à P, c'est l'application notée SP, elle est de l'espace E vers l'espace E, définie comme suit. Lorsque je prends un point M de P, alors son image, c'est lui-même. Par contre, si je prends un point M extérieur de P, alors le fait de dire que M', c'est l'image de M par SP, ceci qui va dire que le plan P, c'est le plan médiateur de M'.
Là, j'ajoute entre parenthèses une explication, c'est que le plan P va être perpendiculaire à la droite MM', passant par le milieu du segment MM'. Donc, si vous regardez un petit peu la figure là, j'ai pris un plan P, un point M qui n'appartient pas à ce plan-là. Je trace la perpendiculaire à P passant par M, bien sûr, il y en a une seule perpendiculaire. Et puis, l'intersection de cette perpendiculaire avec le plan, ça va être le point I qui va être le milieu de MM'. Et après, j'ajoute le point M' qui soit, bien sûr, sur la droite MI et la distance MI est égale à la distance IM'. Donc, c'est la définition du plan médiateur. Alors, je vous rappelle, pour la géométrie plane, on a parlé de symétrie orthogonale par rapport à une droite. Une droite, c'est la médiatrice. Donc, l'axe de la symétrie orthogonale, c'est la médiatrice de MM'. Là, on remplace la médiatrice par le plan médiateur. Et donc, par définition, vous voyez que tout point M du plan, c'est un point fixe. Par contre, si je prends un point M à l'extérieur de ce plan-là, donc son image va être un autre point tout à fait différent. Donc, c'est pour cela, c'est que l'ensemble des points fixes va être le plan tout entier. D'accord? Alors, troisième exemple, ce sont les rotations. Alors, je vous rappelle que dans la géométrie plane, lorsqu'on a parlé de rotation, on a défini une rotation à partir d'un centre ou d'un angle. Ce sont les éléments caractéristiques. Là, ça diffère un petit peu. C'est que ça va être une rotation d'axe D orientée par un vecteur K. Donc, c'est pour cela qu'on considère une droite D de l'espace, un vecteur K directeur unitaire de la droite D, unitaire, c'est-à-dire de nombre 1, d'accord? Et je considère un réel alpha. Alors, par définition, on appelle rotation d'axe D orientée par K et d'angle alpha. C'est l'application que je note R, indice D ou le K ou alpha, ou bien R, j'ajoute le K comme index avec D. Donc, c'est D indexé par K et alpha. Donc, c'est l'application de E vers E définie comme suit. Alors, lorsque le point M appartient à D, alors son image, ça va être lui-même. Donc, si je prends un point de l'axe de la rotation, son image, ça va être lui-même. Par contre, si je prends un point M qui n'appartient pas à D, alors on considère le plan perpendiculaire à D, passant par M, dont l'orientation est compatible avec D, d'accord? Dont l'orientation est compatible avec D. Et je note I, le point d'intersection du plan P et la droite D. D'accord? Là, l'orientation est compatible avec K. C'est la même chose. Hein? Orientation compatible avec le vecteur ou bien orientation compatible avec la droite. Si vous vous rappelez bien, dans le premier paragraphe, j'ai parlé de cette notion-là. Donc, une orientation compatible avec, j'ai oublié d'ajouter le flèche, hein, avec le vecteur K, c'est-à-dire il faut choisir deux vecteurs, un repère normé ou bien deux vecteurs du plan P, de sorte que si on ajoute le cas avec les deux vecteurs, on retrouve un repère orthonormé direct de l'espace. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a déjà vu dans le premier paragraphe. Alors, et je prends I, le point d'intersection du plan P avec la droite D. Alors, l'image du point M, de n'importe quel point M, par la rotation qui est d'axe D orienté par K et d'angle alpha, c'est le point M'. Je note le point M'. Ça va être un point du plan P, mais ça va être image de M par la rotation plane, parce que je travaille dans le plan P. D'accord? Et qui est de centre I d'angle alpha. Je vous rappelle que dans le premier chapitre isométrie dans le plan, les rotations c'était en fait caractérisées par un centre ou un angle. D'accord? Donc, j'ajoute là, j'explique un petit peu les choses. Donc, si je prends là un axe D, alors si je prends un point M, ça c'est la droite D, évidemment, lorsque le point M appartient à D, son image, c'est lui-même. Donc, pour déterminer l'image de M par la rotation d'axe D orienté par vecteur K, donc j'ajoute un vecteur directeur unitaire de K. Un vecteur directeur unitaire de K.
de D, c'est le vecteur K. Voilà. Donc, l'image de M par la rotation qui est d'axe D orienté par AK et d'angle alpha n'est autre qu'un point qui appartient à un plan, mais ce n'est pas n'importe quel plan. Il faut en fait ajouter le plan, bien, il faut en fait construire le plan qui est perpendiculaire à D passant par M. Donc, on sait très bien qu'il y en a un seul plan perpendiculaire à D passant par M. Donc, j'ajoute le plan vert. Ça, c'est le plan P qui est perpendiculaire à D passant par M. Je note le point d'intersection CI, après une partie invisible, voilà. D'accord? Eh bien, j'ajoute une orientation compatible avec K, une orientation de P compatible avec K. Par exemple, je vais parcourir dans ce sens-là, c'est le sens positif. Donc, vous voyez très bien cette orientation, ça va être compatible avec K. Eh bien, l'image de M, ça va être l'image de M lui-même par la rotation du centre I d'angle alpha. Donc, dans le plan P, j'applique la définition de la rotation qu'on a déjà vue dans le chapitre isométrie dans le plan. Donc, ça va être la distance IM est égale à la distance IM', et en fait, l'angle IM' n'est autre que alpha, c'est l'angle orienté. D'accord? Donc, ça, c'est M' n'est autre que l'image de M par la rotation d'axe D orienté par K et d'angle alpha de M. Là, je travaille dans l'espace. Hein, lorsque je dis dans l'espace, ce n'est autre aussi que l'image de M par la rotation de centre I d'angle alpha, mais là, c'est dans le plan. Dans le plan P. D'accord? Dans le plan P. Voilà. Donc, ça, c'est la définition d'une rotation. Rotation dans l'espace. Donc, je répète, une rotation d'axe D orientée par K et d'angle alpha, c'est l'application, bien sûr, de l'espace E vers l'espace E qui est définie de deux manières. Lorsque le point M appartient à la droite, son image, c'est lui-même. D'accord? Si le point M à l'extérieur de la droite, donc on considère le plan P, il y en a un seul plan qui passe par M au perpendiculaire à D. Donc, le plan P qui est perpendiculaire à D passant par M. Une fois, je me place dans le plan P et donc j'applique la définition de la rotation plane. Donc, M', ça va être l'image de M par la rotation de centre I d'angle alpha. Déjà, quelque chose qu'on connaît depuis le début de cette année. D'accord? Voilà. Ça, c'est la définition d'une rotation dans l'espace. D'accord? Alors, il y en a deux cas particuliers. Lorsque alpha est égal à 0, alors lorsque alpha est égal à 0, vous voyez très bien dans ce cas-là, c'est que M', ça va être égal à M. Alpha est égal à 0, M' est égal à M. C'est la définition de l'identité. Donc, rotation d'axe D orienté par K d'angle 0 n'est autre que l'identité. Lorsque alpha est égal à pi, alors, si alpha est égal à pi, donc vous voyez très bien là, j'applique la définition. Donc, je prends un point M. Je considère le plan perpendiculaire à D passant par M. Je prends l'alpha est égal à pi. Donc, je trouve exactement le point M' qui est symétrique de M par rapport à I. Mais c'est aussi en fait l'image de M par SD parce que D n'est autre que la médiatrice de MM'. D'accord? Alors là, en fait, la majorité des étudiants ils disent que dans ce cas-là, la rotation d'angle pi, c'est la symétrie centrale. Et bien là, non, ce n'est pas le cas. Parce que ici, le point I, c'est un point variable. Ça dépend, il est lié au point M. Donc, si je change le point M par un autre point, je trouve un point J qui est l'intersection de la droite D avec le plan qui passe par le deuxième point, par exemple, je note par N. Et puis, je trouve N' symétrique de N par rapport à J, le deuxième point. Donc, là, en fait, le centre de la rotation qui est dans le plan en question, c'est un centre variable. Il est lié au point M. Donc, la seule chose qui reste fixe, c'est la droite D. Et donc, à chaque fois, je trouve que le point son image, de sorte que la droite D va être la médiatrice du segment, joignant le point et son image. Donc, c'est pour cela, la chose très remarquable ici, c'est que une rotation orientée d'axe D orientée par K d'angle alpha, ce n'est autre que symétrie orthogonale d'axe D. Donc, ce qu'on appelle aussi demi-tour. Donc, vous voyez très bien que les symétries orthogonales dans l'espace, ce sont des cas particuliers de rotation. Bien sûr, cette remarque-là, elle n'existe plus dans la géométrie plane.
pour la géométrie plane, en fait, si je prends un angle pi, on a trouvé symétrie centrale, qui est le centre de la rotation, ce qui n'est pas le cas. Par contre, symétrie orthogonale ou rotation pour la géométrie plane, ce sont deux isométries tout à fait différentes. D'accord? Par contre, ici, en fait, symétrie orthogonale, c'est un cas particulier de rotation. Voilà. Alors, par définition, vous voyez très bien que chaque point M de la droite D, c'est un point fixe. D'accord? Et si je prends un point qui n'appartient pas à D, son image, ça va être un autre point. Et ceci à condition que alpha est différent de 0. Parce que si alpha est égal à 0, on retrouve l'identité qui fixe l'espace. Et donc, c'est pour cela, l'ensemble des points fixes par la rotation qui est d'axe D orienté par K et d'angle alpha, dans le cas où alpha est différent de 0, est la droite D. C'est l'axe de la rotation. D'accord? Alors, je passe maintenant à petit 2, propriété. La première propriété, c'est que toute isométrie de l'espace transforme une droite en une droite et un plan en un plan. Elle conserve aussi le parallélisme et l'orthogonalité. Lorsqu'on dit parallélisme, orthogonalité, ça peut être droite, ou bien droite au plan, ou bien plan et plan. C'est-à-dire, les images de droite parallèles sont de droite parallèle. D'une droite ou un plan parallèle, ça reste aussi une droite ou un plan parallèle. De deux plans parallèles, ça reste deux plans parallèles. La même chose pour l'orthogonalité. Les images de deux droites perpendiculaires sont de droite perpendiculaire. D'une droite ou un plan perpendiculaire, ça reste perpendiculaire. De deux plans perpendiculaires, ce sont deux plans perpendiculaires. Donc c'est pour cela qu'on dit que le parallélisme et l'orthogonalité des droites et des plans. D'accord? Alors, deuxième propriété, c'est que toute isométrie transforme un repère orthonormé en un repère orthonormé de l'espace. Donc, la deuxième propriété, c'est une conséquence de la première, puisqu'il y en a conservation de l'orthogonalité. Et donc, c'est pour cela, l'image d'un repère orthonormé est un repère orthonormé, parce que si vous vous rappelez bien, un repère orthonormé, il faut que les trois vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux. Et donc, ça reste aussi leurs images 2 à 2 orthogonaux. D'accord? Alors, si le repère et son image sont de même sens, c'est-à-dire tous les deux directs ou bien indirects, alors dans ce cas-là, on parle de déplacement. Je répète, donc un déplacement, c'est une isométrie qui transforme un repère orthonormé direct ou bien indirect en un repère orthonormé direct ou bien indirect. Elle garde le même sens. Par contre, une isométrie qui transforme un repère orthonormé direct en un repère orthonormé indirect ou inversement, elle est appelée antidéplacement. D'accord? Alors, si je reviens aux 3 exemples qu'on vient de citer, d'accord? Bon, pour l'identité, il n'y a rien à faire dans ce cas-là. Pour translation, je prends un cas très très simple. D'accord? Donc, je vais vous ajouter une petite figure là. Je dessine un repère orthonormé direct. D'accord? Donc, ça, c'est O. Par exemple, je note I, l'extrémité du premier vecteur, J, l'extrémité du deuxième vecteur, ou K, l'extrémité du troisième vecteur. D'accord? Voilà. Pour bien voir les choses, je vais considérer le vecteur U de translation comme étant 3 fois OJ, par exemple. D'accord? Donc, U, c'est 3 fois OJ. Donc, ça, c'est le vecteur U. Voilà. Alors, et maintenant, je vais essayer de tracer l'image du repère OI, OJ, OK par la translation de vecteur U. Donc, vous voyez très bien que l'image de O, c'est lui-même. L'image de I, ça va être un point ici. Et là, I, prime. L'image de O, ça va être le point ici, pardon. Ça, c'est O'. D'accord? Donc, l'image de O par TU de O. Là, c'est TU de I. Alors, l'image du point J, ça va être JJ' tel qu'est égal, en fait, E. Donc, JJ' est égal E. Donc, là, c'est J'. C'est TU de J. Et l'image de K, ça va être ici. Ça, c'est K'. C'est TU de K. Et donc, vous voyez très bien, dans ce cas-là, le repère OI', 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 OJ', OK', ça reste aussi un repère
orthonormé direct. D'accord? Donc, repère orthonormé direct, on peut le voir par la règle de l'observateur d'ampère, ou bien avec les 3 doigts de la main droite. D'accord? Donc, vous voyez, c'est en fait un repère orthonormé direct. Alors, si je passe au deuxième exemple, donc vous voyez que toute translation, c'est un... Bon, j'ai pris un exemple, translation de vecteur 3 fois E, 3 fois OJ, mais je peux généraliser, c'est que toute translation, c'est un déplacement. D'accord? Alors, si je prends le deuxième exemple, le cas d'une réflexion. Donc, là, je vais dessiner un repère orthonormé direct, OI, J et K. Et par exemple, je vais déterminer l'image de ce repère-là par la réflexion du plan OI, OJ. D'accord? Donc, vous voyez très bien que les points O, I ou J sont des points de ce plan-là, donc leurs images, ça reste les mêmes. D'accord? Par contre, l'image de K, donc ce n'est autre que le point K', symétrique de K par rapport au plan OI, OJ. D'accord? Et donc, vous voyez dans ce cas-là que le repère OI' ou bien OI, OJ, OIK, c'est un repère orthonormé indirect. Là, c'est que le repère, bon, je note si vous voulez 15 secondes. Donc, le repère ici, O', I', O', 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 J', et O', K', c'est un repère direct. D'accord? Voilà. Par contre, ici, le repère O, OI, OJ et OK', qui est image de OI, OJ, OK par la réflexion du plan OI, OJ, est indirect. Donc là, je peux dire que TU est un déplacement. Par contre, ici, c'est que SOIJ est un anti-déplacement. Voilà. Donc, S est un anti-déplacement. D'accord? Voilà. Alors, pour l'exemple de rotation, donc, je vais dessiner encore une fois un repère orthonormé direct. Je vais voir son image par une rotation. Donc là, c'est O, I, J et K. Voilà. O, I, J et K. Et je vais prendre un cas particulier pour bien voir les choses. Par exemple, je prends la rotation qui est d'axe ZZ', c'est cet axe-là, orienté par le vecteur OK. Et je prends l'angle est égal pi sur 2. D'accord? Alors, si j'applique la définition, donc l'image de haut, c'est lui-même, puisque c'est un point de cet axe-là. Donc, je considère en fait la rotation d'axe, cette note droite T, orientée par le vecteur K ici, K, et d'angle pi sur 2. D'accord? D'angle pi sur 2. Voilà, un cas particulier. Donc, vous voyez très bien que l'image de haut, c'est lui-même, parce que c'est un point de l'axe. Alors, l'image de I, qu'est-ce que je vais considérer? Je vais considérer le plan qui est perpendiculaire à la droite D passant par I. Ce n'est autre que le plan OI, OJ. C'est la définition du repère orthonormé. D'accord? Donc, dans ce plan-là, je choisis une orientation compatible. Ce n'est autre que l'orientation de I vers J. Donc, voilà, donc dans ce sens-là. Voilà. Et donc, l'image de I, ce n'est autre que l'image du même point par la rotation de centre O, qui est l'intersection de la droite avec ce plan-là. Et d'angle pi sur 2, ce n'est autre que le point J. Donc, vous voyez très bien dans ce cas-là que RDK pi sur 2, ça tout d'abord de O, c'est égal O. Et puis, RDK pi sur 2 de I est égal J. D'accord? La même chose du point K, c'est lui-même. D'accord? RDK du point d'angle pi sur 2 du point K, c'est lui-même parce qu'il appartient à l'axe de la rotation. Et bien sûr, l'image RDK pi sur 2 du point J,
je note par J'. De sorte que, en fait, le J' et J se trouvent dans le même plan qui est perpendiculaire à D passant par J. C'est exactement le plan OI-OJ. D'accord? Et puis, je considère le point d'intersection qui est O, de la droite D avec ce plan-là, c'est le point O. Alors après, en fait, J', ça va être l'image de J par la rotation dans ce plan-là, le plan OI-OJ, par la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Et donc, on trouve exactement ce point-là. Ça, c'est le point J'. En fait, J ou J' sont symétriques, I ou J', pardon. I ou J' sont symétriques par rapport à O. D'accord? Donc, ici, vous voyez très bien que j'applique la définition de rotation. Donc, je répète, pour déterminer le point G', il faut prendre, voilà, considérer le plan qui est perpendiculaire à la droite D passant par J. Ce n'est autre que le plan OI-OJ. Alors, dans ce plan-là, il faut ajouter le point J' qui est image de J par la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. D'accord? C'est la définition de la rotation plane. C'est dans le plan OI-OJ. D'accord? Et donc, si vous regardez bien maintenant, c'est que le repère dans ce cas-là, qui est OI, OJ' et OK, le repère O, OJ, le repère image. Donc, l'image du repère OI, OJ, OK, ce n'est autre que le repère O, OJ, d'accord? L'image de I, d'accord? Et puis OJ', image de J, et OK. Donc, si vous regardez bien ici, ça va être OJ, OJ' et OK. Donc, si on applique la règle de 3, donc OJ, OJ' et OK. Donc, vous voyez très bien que c'est un repère. Celui-là, c'est image de repère qui est OI, OJ, OK, par la rotation d'axe D orientée par K et d'angle pi sur 2. Voilà. Donc, vous voyez très bien que c'est un repère. C'est un repère. C'est un repère direct. C'est un repère direct. Voilà. D'accord? Et donc, là, vous voyez dans cet exemple-là, notre rotation est un déplacement. Mais de toutes les façons, en fait, toute rotation d'axe D orientée par K et d'angle alpha est un déplacement. Donc, seulement, j'ai considéré ce cas particulier pour bien voir les choses. Donc, l'identité, les translations et les rotations, ce sont des déplacements. Par contre, les réflexions sont des antidéplacements. Donc là, on peut conclure, conclusion, c'est que idée de l'espace, les translations et les rotations sont des exemples de déplacements. Sont des déplacements. Par contre, les réflexions sont des antidéplacements. Voilà, sont des antidéplacements. Voilà. Et donc, en fait, je reviens aux propriétés. Donc, on a déjà défini déplacement ou antidéplacement dans la deuxième propriété. Donc, pour la première propriété, on a parlé de conservation de parallélisme, d'orthogonalité et tout ça. Deuxième définition, c'est en fait la deuxième propriété, notion de déplacement, d'antidéplacement. Maintenant, la troisième propriété. Là, pour la troisième propriété, je parle de la composée de deux isométries. Donc, la composée de deux isométries de l'espace est une isométrie de l'espace. Là, j'ajoute la démonstration. Donc, je vous laisse le temps de lire la démonstration. Elle ressemble exactement à la démonstration qu'on a déjà vue pour les isométries dans le plan. Donc, si je vous rappelle que la composée de deux isométries dans le plan, ce sont deux isométries. Pour la même chose pour l'espace, la démonstration est presque la même. D'accord? Et aussi, on va essayer de voir que, en général, f en G, il est différent de G en F lorsque G ou F, ce sont deux isométries. D'accord? Alors, comme conséquence, la composée est comme exactement le cas de la géométrie plane. C'est que la composée de deux déplacements est un déplacement. La même chose, la composée de deux antidéplacements est un déplacement de l'espace. Par contre,
contre, la composée d'un déplacement ou d'un antidéplacement est un antidéplacement. Donc, vous voyez très bien que les mêmes propriétés qu'on a déjà vues pour l'isométrie dans le plan. Donc, je résume en fait. Donc, vous voyez très bien que la définition d'une isométrie, que ce soit dans l'espace ou bien dans le plan, c'est la même. Une petite différence avec les définitions. Là, on parle de réflexion, c'est-à-dire symétrie par rapport à un plan. Ici, par rapport à un plan, c'est pas comme la géométrie plane par rapport à une droite. Les rotations qui sont caractérisées par un axe ou vecteur ou un angle, c'est pas par un centre ou un angle comme la géométrie plane. Et il ne faut pas oublier aussi que les symétries orthogonales, ce sont des cas particuliers de rotation. Les symétries orthogonales d'axe D, d'accord? Ce sont généralement des cas particuliers de rotation ou bien c'est un demi-tour. Voilà. Donc, comme en fait, autre exemple d'isométrie, on va le voir comme étant conséquence de cette propriété-là, la troisième propriété, lorsque je parle de composés. Donc, puisqu'on a déjà vu des exemples d'isométrie, maintenant je peux définir d'autres isométries en utilisant la composée de deux isométries. Voilà.